Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Donc je me présente aujourd'hui devant vous afin de faire une conférence sur la généalogie des rois d'Angleterre. Figurez-vous que je me suis beaucoup intéressé à l'Angleterre, j'ai beaucoup travaillé sur l'Angleterre, donc je suis à même de faire une petite conférence sur la généalogie des rois de Guillaume le Conquérant à Richard III. C'est-à-dire c'est sur une période de 420 ans, quand même. Hein. Je vais essayer de la faire en 3 quarts d'heure si je peux. Hein. Sinon, bon, on en fera une deuxième. Mais je pense qu'on en fera une deuxième pour faire justement, pour vous compter un petit peu toutes les batailles de la guerre de Deux Roses et quelques batailles de la guerre de Cent Ans, mais surtout la guerre de Deux Roses. J'insiste parce qu'après Azincourt, après la raclée qu'on a pris à Azincourt en 1415, les Anglais ont eu leur raclée au niveau civil, de leur guerre civile. Une guerre civile atroce entre les York et les Lancastres. D'un côté les Lancastres, de l'autre côté les York, et ils ont eu de nombreux morts. Toute notre chevalerie française a été liquidée. 10 000 chevaliers ont été liquidés en 1415 lors d'Azincourt, mais 35 ans plus tard, à partir de 1455 jusqu'à 1485, ça a été quand même un désastre pour l'Angleterre. Voilà. Donc, je commence avec Guillaume de Normandie. Alors, Guillaume de Normandie est le fils de Robert le Magnifique, dit Robert le Diable. Pourquoi? Parce qu'il se serait intéressé, il aurait travaillé un petit peu avec des énergies négatives, des énergies ampériques, notamment avec Satan. C'est ce qu'on dit. Hein. Bon, voilà, maintenant, on peut pas aller vraiment vérifier, puisque les preuves ne nous ont pas été données. Mais toujours est-il que ce fameux Guillaume s'ennuie un petit peu fortement en Normandie et qu'il veut conquérir l'Angleterre, d'autant qu'on lui a promis le royaume d'Angleterre, le trône d'Angleterre, à la mort d'Harold. Mais le fameux Harold bon, est toujours vivant. Il a eu plusieurs attaques à se prononcer contre plusieurs attaques. Car il a eu déjà la même année, le même mois, en début de mois, parce que le débarquement de Guillaume de Normandie s'est fait le 14 octobre 1415. Quelques jours avant, Harold, le roi anglo-saxon Harold, a combattu les Vikings dans le nord de l'Angleterre. Donc figurez-vous, à l'époque, bon, il y a pas de moyens de transport tels qu'ils sont aujourd'hui. Il a fallu qu'il ait toute son armée, qu'il revienne des terres lointaines d'Angleterre sur la rive sud-est de l'Angleterre, Hastings. Voilà. Donc, euh, le fameux Guillaume de Normandie est très impatient de conquérir l'Angleterre. Il part derrière lui avec une flotte assez intéressante, de nombreux fantassins, de nombreux chevaliers, beaucoup de barons de Normandie, car n'oublions pas qu'il est duc de Normandie. Donc ils arrivent à Hastings, il bat, il bat le fameux Harold. Le fameux Harold est tué durant la bataille, et c'est ainsi qu'il devient roi d'Angleterre. Donc le 14 octobre 1066, il est mort en 1087. Donc, après sa mort, son fils Guillaume le Roux prend la relève. C'est lui qui devient roi d'Angleterre. Guillaume le Roux, 1087-1100. C'est ensuite le second fils de Guillaume le Conquérant, Henri Ier Beauclerc, qui devient roi de 1100 à 1135. Donc, durant le fait qu'il soit roi d'Angleterre,
Euh, Henri Ier Beauclerc marie sa fille Mao, ou Mathilde Lamperès. Il la marie en 1114 avec Henri V, roi des Romains, en 1114. Et quelques 14 ans plus tard, en 1128, il remarie cette fille Mao, ou Mathilde, à Geoffroy V le Bel Plantagenet. Voilà. Donc c'est un Angevin qui, dans toute la descendance, va devenir, plus tard, vous verrez, va devenir maître d'Angleterre. Face à Mathilde et Geoffroy V le Bel Plantagenet, qui ont un fils d'ailleurs, hein, qui ont un fils Henri, qui deviendra le premier Plantagenet, roi d'Angleterre, Henri II, hein, en 154, en 189. Mais face à Mathilde et son mari Geoffroy V le Bel Plantagenet, il y a face à lui Étienne de Blois, qui est le fils d'Adèle, d'Adèle de Normandie, fille cadette de Guillaume le Conquérant, et de Étienne II de Blois. Donc il y a une rivalité entre eux. Mais c'est Étienne de Blois qui devient roi d'Angleterre en 135 à la mort de Henri Ier Beauclerc. Pourquoi? Parce que ni Geoffroy V le Bel Plantagenet, qui est angevin, ni Mathilda ne sont aimés par les barons anglais et par la population anglaise. Donc c'est Étienne de Blois qui devient roi en 1135 jusqu'en 1154. Entre 1142 et 1154, il y a une guerre civile atroce de 12 années entre ces deux clans. Et vient le jour, 25 novembre 1454, où Étienne de Blois a des douleurs abdominales affreuses, accompagnées de saignements, et il meurt subitement. C'est alors que la dynastie normande de Guillaume le Conquérant s'éteint et que naît la fameuse dynastie anglo-angevine des Plantagenets. Donc, Henri II est un roi énergique, je vous l'ai dit tout à l'heure, il règne en 154 à 189. C'est ensuite, il s'est marié entre-temps en 152 avec Aliénor d'Aquitaine. Et il a eu plusieurs enfants, bien sûr. C'est une femme également très énergique. Henri II, très énergique, et ils ont plusieurs fils, qui vont devenir, bien sûr, des rois. En 189, à la mort de Henri II, c'est leur fils Richard Ier Cœur de Lion qui devient roi en 189, en 199. Il va en croisade, etc. Il revient, bon, tout ça c'est un petit peu, bon, ça rentre ne rentrons pas dans les détails. En 199, son frère Jean Santerre devient roi. Jean Santerre de 1199-1216. Donc il y a eu quand même pas mal de déboires sur le règne de Jean Santerre, mais bon, passons-les. Parce que bon, la conférence est assez longue, est assez compliquée, hein, assez complexe, surtout avec la descendance d'Édouard III. Mais on n'y est pas encore. On est seulement en 1216. Donc Jean Santerre décède et c'est son fils Henri III qui prend le pouvoir. Donc, Henri III 1216-1272. C'est ensuite le fils de Henri III, Édouard Ier, qui prend le pouvoir en 1272 jusqu'en 1307. Alors lui, il est assez intéressant parce que c'est le roi qui impose, qui crée le prince de Galles. Le prince de Galles n'existait pas avant. Il dit chaque héritier mâle qui naîtra dorénavant d'un roi d'Angleterre, d'un monarque anglais, et qui ne parlera pas anglais. Bien sûr, un nourrisson ne peut parler ni français ni anglais, car c'est le français qui est quand même, qui est quand même beaucoup parlé en Angleterre dans ces temps-là, jusqu'à Henri VIII, Tudor. Donc, jusqu'à 1520, 1525, 1530.
Donc, le fameux Édouard III crée le prince de Galles. Voilà, je vous présente mon fils Édouard II, qui est le prince de Galles, donc mon successeur, et qui va régner sur vous et qui ne connaît pas l'anglais, qui ne parle pas anglais. Donc c'est assez fin, d'une façon assez rusée, mais bon, voilà, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et donc, à la mort d'Édouard Ier, c'est son fils, le prince de Galles, bien sûr, qui devient roi en 1300, en 1272, en 1307, bien sûr, jusqu'à 1327. Alors, Édouard II est un homosexuel. Il est marié, bien sûr, avec la fille de Philippe IV le Bel, Isabelle de France. Il aura un fils, je ne sais pas comment, bon, pas comment il s'y est pris pour l'avoir, mais toujours est-il qu'un certain Édouard, donc qui va devenir le grand Édouard III d'Angleterre, naît. Et il va régner de 1327 pendant 50 ans, hein, 1327 à 1377. Alors c'est sa descendance qui est très très intéressante, hein. Donc il faut que vous notiez cela parce que c'est très complexe. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est très complexe, mais c'est excessivement intéressant. Parce que la guerre de Rose repose sur cette complexité de cette descendance extraordinaire. Donc je vous raconterai un petit peu, je vais vous raconter la guerre de Rose dans une prochaine conférence, mais je commence avec les enfants d'Édouard III. Donc il a 12 enfants, avec Philippa de Hainaut, c'est son épouse. 12 enfants. Certains meurent jeunes, morts-nés, beaucoup de morts-nés, 3 ou 4. Mais il a 4 fils. 4 fils qui sont très intéressants. Le premier, c'est Édouard de Woodstock, le prince noir, ou le prince de Galles. Né en 1330 et mort en 1376. Il a été violemment attaqué à Poitiers, à la bataille de Poitiers, en 1356, et il est blessé quand même assez lourdement. Mais il ne mourra qu'en 1376. Un an plus tard meurt son père, Édouard III, et c'est son fils, c'est le fils du prince noir, Richard II, qui devient roi d'Angleterre. Il se marie avec une Française, 1377, donc il meurt en 1377, le fameux Édouard III, 1377, 1399. Il sera liquidé dans une prison anglaise par les Lancastres, au profit justement de ces Lancastres. Car le deuxième fils d'Édouard III, notez-le, Lionel d'Anvers, qui est duc de Clarence, qui est né en 1338 et qui est mort en 1368, c'est le fils puiné d'Édouard III. Fils puiné veut dire deuxième fils. Il y a eu un fils avant, Guillaume, entre Édouard de Woodstock et Lionel d'Anvers. Il y a un certain Guillaume, il est mort-né, hein, c'est un enfant mort-né. Donc Lionel d'Anvers, duc de Clarence, a une fille, Philippa. Donc ça commence à devenir complexe là, vous verrez. Philippa se marie avec Edmond et Edmund III, troisième comte de la Marche, qui est le fils de Roger VI Mortimer, deuxième comte de la Marche, né en 1328, mort en 1360, à l'âge de 28 ans. Celui-ci est le fils d'Edmund, qui lui-même est le fils de Roger V Mortimer, premier comte de la Marche, qui était l'amant d'Isabelle de France, la fameuse épouse de Richard II, et qui a fomenté un complot contre ce fameux Richard II. Et c'est ainsi que ce pauvre Richard II a été liquidé dans des conditions atroces, en 1399. Donc revenons à Philippa, la fille de Lionel d'Anvers, qui se marie avec le fameux Edmund III. Alors, le fameux Edmund III, troisième comte de la Marche, ils ont plusieurs enfants, dont 2 importants. Roger VII Mortimer, quatrième comte de la Marche. Il est l'héritier présomptif au trône d'Angleterre, mais malheureusement, il est tué en Irlande en 1398.
Donc un an avant que les Lancastres ne liquident Richard II. Il est, euh, il est fougueux, mais il est lieutenant général en Irlande et il est malheureusement tué lors d'un combat avec les Irlandais. Il a un frère qui s'appelle Edmund IV, quatrième comte de la Marche. Oui, quatrième comte de la Marche. Euh, donc, euh, euh, le fameux Roger VII Mortimer se marie avec une certaine Aliénor Holland. Ils ont des enfants, dont deux importants. Une fameuse Anne, qui se marie avec Richard de Cambridge. Alors, Richard de Cambridge est le fils de, 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 de- d'Edmund Langley, de Langley, qui est le quatrième fils d'Édouard III. Donc vous verrez les quatre fils sont Édouard de Woodstock, le prince noir, qui est mort en 1376, le fameux Lionel d'Anvers et Jean de Gand, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et le quatrième, c'est le fameux Edmond Langley. Donc il a deux fils, Richard de Cambridge qui se marie avec cette fameuse Anne. Ils vont donner un fils très important dans la guerre de deux Roses, Richard d'York Plantagenet. Mais Richard de Cambridge est accusé de haute trahison et il est liquidé par le roi Henri V en 1415. Son frère, Édouard de Shrewsbury, est tué lors de la fameuse bataille d'Azincourt en 1415. Donc, revenons à Anne et Richard de Cambridge. Ils ont un enfant, Richard Turc Plantagenet, et celui-ci a un frère. Celle-ci, pardon, Anne a un frère, Edmund V Mortimer, cinquième comte de la Marche. Il est l'héritier présomptif au trône d'Angleterre. C'est pourquoi il est enfermé par le roi Henri IV, puis libéré par le roi Henri V, et enfin il meurt de la peste noire en Irlande en 1425. Pour en revenir à cette fameuse Anne avec Richard de Cambridge, leur fils Richard d'York Plantagenet, né en 1411 et mort en 1460 à la bataille de Wakefield en Angleterre, c'est lui qui déclenche la fameuse guerre des deux roses. La rose blanche York et la rose rouge Lancastre. En 1455, avec la première bataille de Saint-Alban. Et je vous en parlerai plus tard. Donc, Richard York se marie avec une fille qui s'appelle Cécile Neville. Ils ont des enfants. Les enfants sont respectivement Édouard, le prince de Galles, qui deviendra le roi Édouard IV, 1461, puisqu'il prend le titre de roi d'Angleterre après la bataille de Taunton le 21 mars 1461, jusqu'en 1483. Il était sur une bord, il est allé pêcher et en pêchant sur le bord d'une rivière, il a attrapé froid et ce pauvre monsieur, Édouard IV, est mort d'une pneumonie, tout simplement. Sa sœur, Marguerite d'York. Ah, Marguerite d'York, très intéressante. Alors c'est la troisième épouse de Charles le Téméraire. Toute son affection, elle n'a pas eu d'enfant avec Charles le Téméraire, elle n'a pas eu d'enfant, donc elle porte toute son affection maternelle. Sur la première fille de Charles le Téméraire, elle s'appelle Marie de Bourgogne. Et à la mort de Charles le Téméraire en 1377, elle marie cette fille avec Maximilien Ier d'Autriche à Habsbourg, empereur du Saint-Empire germanique. Ils auront un fils, Philippe le Beau, qui se mariera avec Jeanne la Folle, qui est la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon. Et cette Jeanne la Folle-là a une sœur qui s'appelle Catherine d'Aragon, qui sera mariée qui se mariera en premier mariage à Arthur, le fameux prince de Galles. Je vous raconterai plus tard le prince de Galles de Henri VII Tudor et Élisabeth d'York Plantagenet.
Et ensuite, elle se mariera après 1509, en 1509, lorsque Henri VIII, son frère, le frère d'Arthur, puisque le pauvre Arthur est mort en 1502, il est né en 1474, il est mort en 1502. Le pauvre Arthur est mort, donc à la mort de Henri VII Tudor, c'est le deuxième fils, Henri, qui devient le fameux Henri VIII. Non, je parlerai d'Henri VIII peut-être plus tard. Mais bon, il est complexe celui-là, avec six mariages, etc., etc. Donc, revenons à nos moutons. C'est-à-dire, revenons aux enfants de Richard York et de Cécile Neville. Donc, Édouard IV, Marguerite York, je vous en ai parlé avec Charles le Téméraire, troisième épouse de Charles le Téméraire, George, duc de Clarence, et le fameux Richard, qui sera 2 ans roi, Richard III, et qui finira la guerre de Deux Roses. À Bosphore, qui sera lamentablement tué, etc. Je vous parlerai de ça plus tard dans une autre conférence. Richard III, 1483-1485. Donc, Édouard IV s'est marié avec qui? Il se marie avec Élisabeth de Woodville. Ils auront 3 enfants. Élisabeth York-Plantagenet, qui se mariera avec, avec le fameux Henri VII Tudor, et un prince de Galles, Édouard. Malheureusement, lorsque son papa meurt en 1483, il n'a que 12 ans. Il est nommé, il est consacré roi, il est sacré roi, mais son oncle Richard, le fameux Richard, son oncle Richard, le fait liquider avec son frère Richard. Parce ils sont donc 3 enfants, hein. Elisabeth d'York, Édouard qui deviendra Édouard V, mais pour quelques jours, et Richard qui sera liquidé à la tour de Londres. Voilà. Donc, pour en revenir un petit peu à Édouard IV, donc j'ai cité Édouard IV, Elisabeth d'York est mariée, après Bosphore, est mariée à Henri VII Tudor, à ce fameux Henri VII Tudor. Donc, ils ont des enfants. Arthur, le premier prince de Galles, duc de Cornouailles, né en 1474, mort en 1502. La fameuse Margaret Tudor, qui s'est mariée avec Jacques IV d'Écosse. Et c'est une lignée assez intéressante parce que Jacques IV d'Écosse donnera un fils, Jacques V d'Écosse, qui lui-même donnera une fille, Marie Stuart, 1542-1587, la fameuse Marie Stuart, dont je vous parlerai peut-être un jour. J'aime bien parler d'elle, mais enfin bon, je ne veux pas m'émanciper là aujourd'hui, car c'est une conférence assez longue. Donc, fameuse Margaret Tudor. Et le troisième enfant, c'est Henri, le futur Henri VIII, 1509-1547. Et Marie, la sœur donc de Henri VIII, Marie qui est mariée une première fois à Louis XII, mais il meurt très vite, hein, Marie XII, le roi Louis XII. Le roi français Louis XII meurt très vite. Il était un peu chétif, etc., pas en grande santé, il meurt, et elle se marie en deuxième noces avec son prétendant, un homme qu'elle aime beaucoup, hein, Charles Brandon, qui est l'ami d'Henri VIII. Donc voilà, voilà, j'ai terminé avec le deuxième fils, Lionel d'Anvers. Vous avez vu que sa descendance est assez complexe quand même, hein. Voilà, assez complexe. Du duc d'Anvers à Henri VII Tudor, il y a quand même pas mal de descendance. Maintenant, je vais vous parler du troisième fils, Jean de Gand. Alors, Jean de Gand, troisième fils, né en 1340, mort en 1399. C'est un homme à femme, qui aime beaucoup les femmes. Il en a une première, Blanche de Lancastre, qu'il marie. Il marie Blanche de Lancastre, et il aura un fils, bien sûr, le prince de Galles, qui deviendra le roi Henri IV en 1399,
en 1490, en 1399 jusqu'en 1415, 1413, pardon. Le fameux Henri IV se marie avec Marie de Bohun, B-O-H-U-N, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, Marie de Bohun, et ils auront plusieurs enfants, dont des fils. Premier fils, c'est qui? C'est Henri, c'est le fameux prince de Galles, le futur Henri V, qui se mariera avec Catherine de France, la fille de Charles VI le Fou et d'Isabeau de Bavière. Donc, euh, Henri V, prince de Galles. Ensuite, trois fils. Thomas de Lancastre, duc de Clarence, Jean de Lancastre, duc de Bedford. Il va être quand même, pendant quelques années, l'intendant du royaume. C'est lui qui va protéger le royaume lors de la minorité d'Henri VI. Henri VI qui étant le petit-fils, pardon, de Charles VI le Fou, aura hérité de ses gènes et aura également des crises de folie. Des crises de folie assez intéressantes, assez importantes. Donc, le fameux duc de Bedford et Humphrey de Lancastre, duc de Gloucester. Donc voilà les quatre fils de Henri IV et de Marie de Bohun. Il a un deuxième mariage avec Constance de Castille, mais il n'aura qu'une fille, Marguerite, et un garçon, mort-né, Jean. Donc, passant ce mariage, il a également une maîtresse qui s'appelle Catherine Swynford, qu'il mariera en 1396, 3 ans avant sa mort, et ils auront un enfant, Jean de Beaufort, qu'il reconnaîtra. Et il deviendra le premier comte de Somerset. Ce premier comte de Somerset aura un enfant, Jean de Somerset également, il s'appelle Jean de Somerset, premier duc de Somerset. Jean de Beaufort, premier duc de Somerset, qui aura une fille, Marguerite de Beaufort, qui se mariera avec Edmond Tudor. Edmond Tudor, le fils d'Owen Tudor, et de Catherine de Valois, Catherine de France, la femme de Henri V, la fille de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Donc, le fameux Edmund, se marie avec une descendance Lancastre. Hein. Et ils auront un fils, Edmund, duc de Richmond, qui deviendra le fameux Henri VII Tudor, qui lui-même se mariera avec Élisabeth d'York Plantagenet. Donc c'est ainsi qu'ils vont faire un petit peu la paix entre les York et les Lancastre, avec ce mariage quand même assez intéressant. Et c'est ensuite la dynastie des Tudors qui va débuter, bien sûr. Et vous avez le quatrième fils, Edmond l'Anglais, qui est né en 1341, donc un an après la naissance de Jean de Gaunt, et qui est mort en 1402, pardon, 1402. Donc il a deux fils, Richard de Cambridge qui s'est marié avec Anne qui est très, comment dirais-je, très virulent. Il sera accusé de haute trahison et liquidé, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. Et le fameux Édouard de Shrewsbury, qui sera tué lors de la bataille d'Azincourt. Voilà, j'en suis arrivé à la fin de mon discours. Je pensais que ce discours allait être beaucoup plus long, d'un petit quart d'heure. Bon, c'est un petit peu 30 minutes. Donc, j'ose espérer que vous me suivrez. N'hésitez pas à me laisser des notes. Si j'ai fait quelques erreurs, bon, les erreurs sont toujours humaines. Surtout lorsque l'on parle directement comme ça devant un écran de télévision et qu'on est en direct. Mais bon, j'ai assez préparé cette conférence pour me savoir quand même sûr de moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous projeter sur ma vidéo
et sur mon site. Voilà. Et je serai très très heureux d'avoir de vos nouvelles. Voilà, je vous dis à tous bonne chance et bon courage. À bientôt.